Salut Emmanuel, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Emmanuel, tu es député de Paris, membre du Parti socialiste, mais tu es surtout candidat à la mairie de Paris. Les élections ont lieu au mois de mars. Tu es tête de liste pour Paris, une liste qui emporte plusieurs sensibilités de la gauche, à la fois les communistes, les écologistes, place publique. Ma première question, elle est toute simple. Comment on est maintenant 2 mois, un peu moins de 2 mois avant les élections, comment ça va? Ça va très bien. Ça fait maintenant presque des années, j'allais dire, qu'on a engagé cette bataille, au moins depuis plusieurs mois de façon très intensive. On l'a fait avec beaucoup de passion parce que c'est assez génial les campagnes municipales. C'est génial parce que on va beaucoup à la rencontre de nos concitoyens et quand on parle avec eux, ils nous attendent sur des sujets assez concrets sur lesquels on a le sentiment qu'on a des outils et des réponses à apporter. Évidemment, on parle un peu des malheurs du monde, mais ils nous attendent sur des choses qui correspondent à nos compétences, à la fois communes et départements pour la ville de Paris. On parle beaucoup de l'école publique, on parle beaucoup de logement, de pouvoir d'achat, on parle d'espace public, de propreté, de sécurité. Et on a le sentiment qu'on peut répondre à ça. Et je crois que c'est ce qui fait qu'il y a un lien assez fort entre les citoyens et les communes. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Tu parles des problèmes des Parisiens et des Parisiennes. Un des gros problèmes, tu n'es pas sans le savoir, c'est la question du pouvoir d'achat. Vous consacrez justement la séquence politique du moment à cette question-là. Comment concrètement, je crois que j'avais déjà posé cette question en 2020 à Yann Brossat, qui était adjoint au logement. Comment est-ce que tu vois, quelle proposition en fait tu as à apporter à, en gros, une personne qui est au SMIC, qui travaille et qui vit à Paris. Aujourd'hui, cette personne-là, elle a quand même beaucoup de mal à vivre et pour se loger et pour s'alimenter et pour avoir accès à des loisirs. C'est tout simplement, elle ne peut pas habiter à Paris si la puissance publique ne trouve pas des outils pour y aider. Parce que on est une grande ville et on a tous les malheurs et les bonheurs des grandes villes. C'est très attractif. C'est dans l'endroit où il y a tous les gens qui travaillent qu'on a besoin de plus de logements. C'est là que tout le monde a besoin de venir. Et donc, si vous laissez la logique de marché faire, eh ben, elle est spéculative. Et c'est devenu encore plus grave depuis une grosse vingtaine d'années. Et c'est pas lié à la ville de Paris, c'est lié au contexte national et international. C'est une financiarisation du logement avec un mécanisme qu'on connaît par cœur. C'est que il y a toujours eu des mécanismes d'inflation à Paris, des prix de l'immobilier, mais il y a un découplage, il y a un écart complet entre l'augmentation d'un côté des prix de l'immobilier, que ce soit en accès à la propriété ou en location, et l'évolution des revenus. Et ça, c'est lié à l'attractivité mondiale et au fait qu'il y a une financiarisation du marché du logement. Et donc, c'est très simple. S'il n'y a pas des pouvoirs publics qui interviennent pour sortir une partie du logement de la logique de marché, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a 2 grands outils pour cela. Il y a d'abord le logement social. Et autant le dire, faut le rappeler quand même, ça a marché. C'est-à-dire que la gauche a produit 130 000 logements sociaux depuis 2001. C'est à peu près entre 600 et 700 000 Parisiens qui aujourd'hui vivent à Paris et qui probablement, dans des conditions de marché non régulées, ne pourraient plus habiter à Paris. Et ça, c'est valable pour les classes populaires, c'est valable pour les classes moyennes et tous ceux qui font fonctionner la ville. Et nous, on a une approche qui est assez simple, c'est que ceux qui font fonctionner cette ville doivent pouvoir y vivre le maximum possible. Je pense en particulier d'abord aux étudiants et aux jeunes actifs. C'est le début, on va dire, de la logique démographique de Paris, les gens qui montent à la capitale pour les études, pour travailler, et qui doivent pouvoir y vivre. C'est ensuite, évidemment, les classes moyennes, dans le moment où elles commencent à construire leur vie de famille, et on sait très bien que la naissance d'un enfant ou d'un deuxième devient un élément extrêmement contraignant sous le pouvoir d'achat, et donc soit on se serre dans les cages à poules, soit on est contraint parfois de partir ailleurs. Et puis enfin, j'ai une pensée pour nos aînés parce que quand on part à la retraite et qu'on n'est pas propriétaire, il y a une chute de pouvoir d'achat qui est liée au niveau de rémunération des pensions de retraite qui fait que, souvent, on peut être contraint. Et enfin, il y a tous les mécanismes, j'allais dire, de spéculation de marché. C'est les ventes à la découpe, c'est les congés pour vente. C'est en gros ces moments où quand on est locataire et qu'on est à peu près heureux dans sa vie, eh bien le bien dont on est locataire est vendu à quelqu'un d'autre. Ça peut être parfois des grands fonds d'investissement, etc. Et nous, on se bat contre cela. Et donc en plus du logement social qu'on va continuer
à construire. Pourquoi on va continuer? Parce qu'il y a encore plus de 200 000 demandeurs de logement. Et donc, le besoin est criant de logement social à Paris. Mais en plus, on veut développer une nouvelle offre qui s'appelle le logement abordable. Le logement abordable, c'est quoi? Il y a le logement social d'un côté, il y a le marché de l'autre côté. Et ben, c'est faire de l'offre de logement intermédiaire qui nous permettent évidemment de louer à des tarifs un peu moins chers. Et le troisième levier, c'est de produire du logement. Il faut produire du logement. Le plan local d'urbanisme bioclimatique, il a des exigences environnementales, mais c'est aussi un PLU en faveur du logement. On doit continuer à construire quand c'est possible, surélever évidemment en protégeant le patrimoine et protégeant la nature, mais on doit aussi engager de grands programmes de transformation. Il y a des millions de mètres carrés de villes vides à l'échelle du Grand Paris, et donc on doit travailler à la transformation de cela dans des trucs qui seront moins utilisés comme bureaux, voire plus utilisés comme bureaux parce que la demande baisse, et donc les transformer prioritairement en logement. Et enfin, on va lutter contre la fraude et la spéculation. Nous voulons interdire les meublés touristiques professionnels et n'autoriser les meublés touristiques que quand ce sont des Parisiens qui louent leur résidence principale quand eux-mêmes sont en vacances. En gros, tu parles d'Airbnb. On veut, voilà, pour citer des marques. Deuxièmement, J'en comprends. on veut lutter contre les résidences secondaires. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui font qu'il y a beaucoup de logements qui sont détournés de l'habitat permanent pour des résidences secondaires. Et enfin, ça paraît absurde, mais c'est un phénomène quantitatif très important. Il y a beaucoup de gens qui laissent ces logements vides. Ça peut être parfois des longueurs de succession, c'est parfois des indivisions ou des copropriétés qui s'entendent pas bien, etc. Il y a des milliers de logements qui sont vides à Paris. Et donc, c'est aussi sur ces logements-là qu'on veut faire activer le levier de la réacquisition, qui aujourd'hui est à la main du préfet, mais dont on souhaite qu'il soit à la main des maires. Alors, c'est intéressant, je t'ai parlé de pouvoir d'achat, tu m'as répondu quasiment exclusivement sur la question du logement, qui est une énorme question pour le portefeuille des Parisiens, mais aussi de l'ensemble des Français. Cette part est en augmentation constante depuis maintenant au moins une trentaine d'années, à Paris, mais dans l'ensemble de la France, d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe. Maintenant, tu me parles du logement social ou du logement à prix abordable. Il y a des énormes inégalités en fait sur le territoire parisien. C'est pas la politique de logement social dans le 20e arrondissement de Paris est pas la même que dans le 7e arrondissement de Paris, dont Rachida Dati est la maire. Là, par exemple, je te prends un exemple concret. Dans un ancien bâtiment du ministère de la Défense, dans le 7e, au cœur du 7e arrondissement, derrière l'Assemblée nationale, ils ont transformé ça en logements sociaux. Ok, très bien. Donc du coup, il y a des gens qui vont pas avoir le même niveau de revenus que l'ensemble des habitants du 7e arrondissement. Il s'avère que dans ce quartier que je fréquente souvent, puisque je vais souvent interviewer des députés, j'ai remarqué que le moindre resto, c'est 30 balles le plat minimum. À la boulangerie, quand tu trouves un sandwich en dessous de 10 euros, t'as gagné. Et tu as aussi les commerces de proximité, notamment des petits supermarchés, les plus chers de Paris. Comment est-ce que il est envisageable pour quelqu'un qui va avoir du coup pas le même niveau de revenu que les autres habitants du quartier, comment est-ce qu'il va pouvoir vivre dans ce quartier et s'épanouir et pouvoir aller au resto au moins une fois par mois et je sais pas quoi. Est-ce que franchement, c'est entendable que quand ça c'est les arguments de la droite, oui, qui disent, vous allez dire, c'est vraiment les arguments de la droite, mais qui disent ils peuvent pas vivre dans le quartier parce que c'est trop cher. Honnêtement, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour plusieurs raisons. D'abord, les commerces de bouche, c'est vrai que c'est très cher et c'est partout un peu plus cher. Et il y a dans ces quartiers-là du 7e des magasins très très chers. Enfin, j'y vais pas non plus. Donc, t'es député. Non, mais même j'y vais pas. Quand on voit par contre les épiceries de proximité, dans les marques, puisqu'on cite des marques, Carrefour City, etc., ce n'est pas vrai de dire que les prix dans ces quartiers-là sont beaucoup plus chers que parfois aux portes de Paris. Alors, ça pose d'autres problèmes sur les oligopoles de la distribution de proximité, mais ce n'est pas vrai. Ensuite, c'est bien desservi par les transports en commun, parce que sinon ça veut dire qu'on ne met jamais de logements sociaux dans ces quartiers-là. Je vais vous dire une vérité, oui, c'est plus cher de produire un logement social dans le 7e arrondissement que dans un quartier très populaire. Mais c'est vrai dans un quartier très populaire de Paris, mais un logement social dans un quartier encore plus populaire en dehors de Paris, c'est encore moins cher à produire. Donc c'est pas un bon argument sur les équilibres sociaux et la défense de la mixité sociale. D'autant que là, on est sur ce qu'on appelle des opérations d'opportunité qui sont très intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit c'est l'îlot Saint-Germain, qui est une ancienne implantation de l'État, ministère de la Défense. L'État ferme ses implantations militaires au moment de la création du site Ballard, libère les locaux.
Si on avait laissé faire la pure logique de marché, ce serait devenu du méga standing, etc. Une partie d'ailleurs deviendra un hôtel de luxe, au passage. Mais on a considéré que c'était une opportunité intelligente pour développer du logement social à cet endroit-là. De la même façon qu'un projet un peu décrié, mais c'est absurde parce que ce sont des gens qui connaissent mal le dossier, nous avons porté la création de logements sociaux Place des Vosges, une des plus belles et plus historiques places patrimoniales de Paris, mais nous n'avons pas acheté. Il se trouve que nous sommes propriétaires d'un immeuble et qu'on avait le choix entre soit le vendre à des gens très très riches qui en auraient fait sans doute un hôtel particulier magnifique, ou de se saisir de l'opportunité pour augmenter le nombre de logements sociaux dans des arrondissements historiquement très denses dans lesquels on ne peut pas construire. Il n'y a pas de place, donc on va pas construire, on construit pas ou très marginalement. Et donc, on se saisit de ces opportunités. Et je le dis, dans le 7e, dans le 8e, il y a encore, que ce soit par exemple des ambassades ou des ministères, des implantations qui évolueront dans l'avenir, eh bien, nous en profiterons à chaque fois pour mettre un peu de logements sociaux. Pas que des logements sociaux, mais un peu de logements sociaux. Et pour connaître un certain nombre d'habitants de l'îlot Saint-Germain, ils sont très heureux de l'endroit où ils vivent. Et ils s'accommodent très bien des prix des magasins où ils ne peuvent pas aller acheter des choses, et moi non plus. Et beaucoup d'entre nous ne peuvent pas y aller d'ailleurs. Et en même temps, du plaisir d'habiter dans des quartiers où, je crois, c'est un renforcement de richesse. Quand même avoir en tête que dans le 7e, il y a quasiment un appart sur deux qui n'est pas un appartement avec des résidents permanents. Donc, c'est des apparts qui ont été, des arrondissements qui ont été historiquement détournés d'abord longuement au profit des bureaux, et très peu pour du logement. Et je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle pour ces arrondissements qui, certes, ont de grandes vertus patrimoniales, mais enfin dans lesquelles la vie de proximité est pas la plus inspirante de Paris. Et moi, je pense que c'est aussi remettre de la vie dans ces quartiers-là. Et je pense que c'est un combat pour la mixité sociale. Cette opération a fait passer le taux de 2,1 à presque 3%, elle toute seule, dans le 7e. Et parce que c'est très cher, on doit profiter des grands programmes de restructuration des implantations d'État ou bâtiments consulaires pour créer du logement social. Et nous le ferons parce que chaque quartier de Paris a le devoir de contribuer à l'effort global. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour ces arrondissements-là parce que c'est des familles qui arrivent, c'est des enfants qui viennent dans les écoles. Et on continuera cela. Pourquoi j'ai parlé beaucoup du logement? Parce que le logement, c'est quasiment 30 à 40% de la capacité financière. Ça monte jusqu'à 70% sur les étudiants. Donc le logement, c'est vital. Notre politique, c'est on veut des logements pour toutes et tous et on veut des loyers moins chers. Voilà. Et donc on utilisera plein d'outils pour cela, mais ce sera évidemment au cœur de notre action à Paris. Quand on parle des 25 ans de socialisme à Paris, depuis 2001, on parle souvent de à la fois la végétalisation, à la fois les pistes cyclables. C'est d'ailleurs là-dessus que Rachida Dati attaque principalement en disant qu'il y a trop de pistes cyclables. Conan le dit un peu moins, mais bon, il fut un temps, c'était son cheval de bataille. On parle un peu moins de une autre modification que je trouve assez importante, quoique un peu plus symbolique, de l'espace urbain. C'est par exemple l'arrivée de lieux comme la Fondation Louis Vuitton ou la Fondation Kering, Pinot, à la bourse du commerce, qui sont des changements importants. Enfin, c'est des institutions culturelles maintenant très importantes qui sont données à des acteurs privés, qui plus est des milliardaires, ou à un autre endroit aussi, par exemple, genre dans la rue des Archives ou la rue Vieille du Temple, je ne sais plus, et toute la rue en fait a été donnée à un seul et même acteur qui a changé toutes les boutiques qui étaient très diverses, il y avait des cafés, etc. Et il a foutu genre du prêt-à-porter de luxe dans l'ensemble de la rue. Ça aussi, c'est des changements qui sont importants, qui marquent l'urbain parisien. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu considères que le bilan en la matière de la politique socialiste est positif? Oui, il est très positif, je l'assume totalement. D'abord parce qu'on ne donne rien. On ne donne rien. Ces fondations privées qui ont porté des musées, que ce soit la fondation LVMH ou la fondation Pinot, sont des établissements culturels extraordinaires qui n'ont pas coûté d'argent public. Alors je nuancerai sur un point, c'est que beaucoup de ces fondations utilisent des mécanismes de défiscalisation sur le plan national, qu'on peut considérer qu'indirectement, ils ont bénéficié d'un fort soutien public grâce à ces mécanismes de défiscalisation. Mais moi, je trouve que ce sont des lieux culturels magnifiques qui ont un rayonnement international intéressant. Sur le plan des politiques culturelles, je suis soucieux
que Paris et son avenir culturel ne dépendent pas que de ces bonnes volontés-là, mais dans lesquels je peux citer d'autres projets dont je suis très heureux. La Fondation Cartier dans l'ancien Louvre des Antiquaires. Nous aurons la Fondation Giacometti qui ouvrira un magnifique musée Giacometti en 2027. Et donc, ça ne suffit pas, mais je considère que ça apporte énormément à notre ville. Sur les cas que vous citiez, rue des Archives, et en gros de ces mouvements un peu spéculatifs. Là, c'est une autre logique. Il ne s'agit pas de fondations qui financent des activités culturelles, il s'agit de fonds un peu spéculatifs, qui investissent. D'abord, nous, on ne peut pas intervenir partout, c'est la loi du marché, elle est fixée par les règles nationales et à certains égards européennes d'ailleurs, en matière de liberté du commerce. Nous, ce qu'on veille surtout, c'est que ce ne soit pas insoutenable. Et quels sont les dangers qu'on pressent, et notamment avec le maire de Paris-Centre, on veille à cela. On a vu effectivement une mutation du tissu commercial dans Paris-Centre qui nous préoccupe dans certains quartiers parce que grosso modo, ils subissent une double influence. D'un côté, celle de la présence massive des touristes et de la spécialisation des commerces à destination des touristes et parfois en oubliant l'intérêt pour les habitants locaux. Et deuxièmement, celui des effets de mode, parfois dans le commerce, et notamment sur les pop-up stores divers et variés. Alors pour le meilleur et pour le pire, le meilleur, c'est que c'est aussi des boutiques éphémères qui permettent à de jeunes créateurs de passer un palier quand ils arrivent à ouvrir leur premier point de vente, etc. Ça marche pas toujours d'ailleurs. Et le pire, c'est qu'effectivement, c'est assez insupportable quand on voit dans une rue une spécialisation où 100% des commerces deviennent du prêt-à-porter haut de gamme ou moyenne gamme, dans lesquels toi et moi non plus, on n'ira pas. Donc, et là, on a des outils, on a créé des outils d'intervention qui consistent à protéger, à intervenir, à préempter des murs, parfois à préempter des baux, de façon à maintenir ces activités. Ce qui est important, je crois, et ça relie au sujet du logement, c'est que ce qui fait la dénaturation d'un quartier, c'est pas le fait qu'il soit fréquenté par les touristes, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'habitants locaux pour le compenser. Que ce soit d'ailleurs en clientèle pour organiser le tissu commercial autour, mais aussi dans les rapports de force, culturels, on va dire, d'appropriation de l'espace public. Et donc, c'est pour ça que nous, on promeut un tourisme qui soit plus étalé, qui soit mieux réparti dans Paris, et que ça passe notamment par la lutte contre les meublés touristiques, par la lutte contre Airbnb qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la spécialisation des quartiers qui crée le danger qu'on perde l'âme de Paris. Et donc, il y a plein d'endroits dans lesquels on doit intervenir massivement. Et c'est vrai qu'on le fait beaucoup dans le secteur de Paris-Centre et dans les secteurs hautement touristiques comme Montmartre, etc., sur lesquels on voit l'effet un peu pervers. Moi, je suis très favorable au tourisme. Paris en bénéficie énormément. Mais on voit les effets pervers en matière de dénaturation des quartiers. Or, c'est un problème pour Paris, y compris à l'entrée, parce que les touristes qui viennent à Paris, ils viennent pour son patrimoine, ils viennent pour ses monuments, mais ils viennent aussi beaucoup et largement pour son art de vivre. Et l'art de vivre, c'est les Parisiens qui le créent. Parlons maintenant de ton positionnement politique et des différentes candidatures qu'il y a autour de toi, principalement des femmes. Presque exclusivement des femmes, sauf le Rassemblement national. Donc il y a Sarah Knafo, non, enfin, il y a aussi Pierre-Yves Bournazel. 3 hommes, 3 femmes. Oui, c'est vrai, 3 hommes, 3 femmes, ouais. Mais on va dire que tes principales, t'as deux, Rachida Dati notamment. Voilà, Rachida Dati, Sarah Knafo et Sophia Chikirou. On va commencer par Sophia Chikirou. Je suis allé à ton meeting à la Bellevilloise il y a 10 jours. T'as beaucoup parlé de Rachida Dati. D'ailleurs, tout le monde a beaucoup parlé de Rachida Dati, mais il n'y a pas eu un mot sur Sophia Chikirou. Aujourd'hui, elle est créditée autour de 10% dans les sondages, et c'est non négligeable. C'est d'autant moins négligeable que toi, tu te présentes, ta liste, c'est la gauche unie, et il s'avère que dans cette gauche unie, il manque une partie de la gauche qui est la France insoumise. Je vais pas te demander si tu veux faire une alliance avec elle, parce que j'ai bien compris que non, tu le répètes assez. Pour autant, comment est-ce que tu qualifies son projet à Sophia Chikirou, et qu'est-ce qui finalement diverge du tien? Alors, d'abord, je ne qualifierai pas son projet parce que je ne le connais pas encore. On a là quand même une proposition, la France insoumise. Ouais. Proposition. Oui, enfin. Tu vois ce que c'est, la France insoumise? Je vois bien. Oui, mais enfin, comment ça s'écrit sur un programme municipal? C'est un peu plus concret. Parce que c'est tout le paradoxe, c'est qu'elle met en avant des priorités qui peuvent avoir des résonances avec ce qu'on porte nous. Qui sont le logement, le pouvoir d'achat, les services publics, etc. Et en même temps, elle n'a pas de mots assez durs pour qualifier notre action depuis 25 ans.
Et c'est là que j'ai un clivage de fond avec la France Insoumise et avec Sofia Chikirou, que je connais pas personnellement ou pas plus que ça. On s'est croisés, mais on se connaît pas. Même quand elle a été longtemps au Parti Socialiste. Ça me le rappelait. On se fréquentait pas, elle était dans le 20e, moi j'étais dans le 12e. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que dans la façon dont elle est entrée dans sa campagne, et je vous dis, ça m'a pas surpris, à part dégager une immense violence sur la gauche, je ne l'ai pas entendu pour l'instant exprimer des inquiétudes ou des doutes sur la conséquence de notre échec, qui serait l'élection de Dati, voire pire, l'élection de Dati allié à Knafo, et même on le voit aujourd'hui, Sébastien Chenu du RN qui tend la main à Dati. Ma clé de lecture est assez simple, c'est que Sofia Chikirou, dans sa première interview, dit « il ne faut plus qu'il y ait une maire socialiste à Paris ». Et on comprend pourquoi. Pourquoi ? C'est parce que ce qui l'intéresse, c'est pas Paris. Ce qui l'intéresse, c'est la mort symbolique que représenterait la perte de Paris, je pourrais mettre Marseille dans le même sujet, comme, entre guillemets, symbole des derniers obstacles qui peuvent faire empêcher ou gêner Jean-Luc Mélenchon dans sa stratégie nationale. Ils sont prêts à tout brûler, dès lors qu'ils considèrent que c'est une forme d'empêchement de la stratégie nationale de Jean-Luc Mélenchon. Pardon, c'est pas du tout de gauche, c'est pas du tout avoir principalement au cœur le sort des Parisiennes et des Parisiens, et en particulier des plus vulnérables. Et c'est un sujet de fond qui me sépare de LFI depuis longtemps d'ailleurs. Et je le dis pour avoir été longtemps plutôt à l'aile gauche du PS. Moi, dans mon histoire, je viens de l'extrême gauche dans ma formation intellectuelle et militante de jeunesse. Mais d'abord, je suis l'inverse sur le plan du caractère. Je suis un homme de dialogue, je suis un homme d'ouverture. J'essaie de prendre tout le monde, de réconcilier, et on avance ensemble. Et la deuxième gauche, dans ce qui n'est pas qu'une théorie, hein, quand on parle de gauche irréconciliable, c'est à peu près aussi vieux que la matrice d'analyse en sociologie politique de ce qu'est l'histoire de la gauche et de sa relation à la radicalité, à la rupture ou entre guillemets aux politiques de transformation. Et il y a beaucoup de points communs entre les débats que nous avons, y compris dans leur caricature à gauche aujourd'hui, et ceux qui ont animé historiquement les grands leaders de la gauche quand ils se sont affrontés à la fin du 19e, dans les années 20 et même après la Seconde Guerre mondiale. Moi, je n'aime pas la brutalité, je n'aime pas l'idée qu'on puisse par cynisme préférer un malheur si on pense que ça sert après. Je ne partage pas ça. Je ne partage ni le style, ni la violence. Ça n'empêche pas d'avoir des combats communs. Des combats communs sur des sujets de fond. Oui, mais il y a les combats communs, mais il y a aussi... alors, il s'avère que la Sofia Chikirou n'était pas dans l'opposition municipale jusqu'à 2024. C'était Daniel Simonet qui était l'opposition de gauche à la majorité socialiste. Elle était d'ailleurs toute seule, et puis quand elle est devenue députée, c'est Laurent Sorel. Qui est monté quand elle a démissionné, oui, tout à fait. Exactement. Et donc, c'était eux qui incarnaient une opposition de gauche, en fait, à genre la proposition de gauche plurielle qui gouvernait Paris. Est-ce que tu entends qu'il puisse exister, au-delà des coups de menton de Sofia Chikirou sur « je veux pas un maire socialiste », il peut exister une opposition de gauche qui dit, bah écoute, genre, vous avez foiré sur la question du pari populaire, vous n'êtes pas allé assez loin sur la végétalisation, vous n'êtes pas assez loin sur tout. D'abord, c'est audible. Sur le plan démocratique, tu as raison. Oui, elle a le droit. Mais enfin, du coup, j'ai le droit de la même façon de pas avoir envie de faire un bout de chemin ensemble. Et d'ailleurs, l'honnêteté, c'est de le reconnaître et de le dire. Et c'est pas un drame. Et moi, j'ai toujours dit, je confonds pas mes concurrents et mes adversaires. Mes adversaires, c'est la droite et plus encore l'extrême droite. Mais tu le dis fort bien. Et ils nous critiquent énormément. Et l'exemple de Daniel Simonet est éclairant. Daniel Simonet a été effectivement, d'abord, elle a été longtemps élue socialiste, puisque dans la longue histoire de la recomposition de la gauche, désormais, j'en ai vécu pas mal moi-même. Daniel Simonet, Alexis Corbière, il m'a accueilli dans le 12e arrondissement, ça a été, c'est un copain. On s'est beaucoup fighté. Depuis que le parti de gauche avait été créé avant qu'il devienne la France Insoumise, depuis les premières élections municipales, on n'était pas ensemble, c'est-à-dire en 2014. Ça a frotté, on a eu des divergences qui sont celles de l'exercice du pouvoir, qui sont celles des compromis, des compromissions, ça dépend qui l'analyse. Mais moi, j'ai toujours reconnu une chose à Daniel Simonet, c'est que d'abord, mes compris qu'on avait été très violentes contre nous et contre moi,
C'est d'abord que c'est une grande travailleuse. Elle travaille beaucoup, connaissait bien ces sujets, et que dans ses interpellations, j'y voyais aussi beaucoup de motifs de s'améliorer, d'expliquer, d'argumenter, y compris parfois de dire elle a peut-être pas tort, etc. Et ce que j'observe chez Danielle Simonet, c'est que d'abord, je pense qu'elle partage à peu près le même regard que moi sur la violence sans fin et absurde de la LFI telle qu'elle s'exprime dans le cercle restreint autour de Jean-Luc Mélenchon. Elle se l'est bien pris dans la gueule, effectivement. C'est comme quoi nul n'est à l'abri des vindictes et des oukases. Mais la deuxième chose, c'est que on vit un moment d'une gravité exceptionnelle. Il l'est pour Paris, mais il l'est plus encore pour le pays. Et Sophia Chikirou, elle est infiniment plus violente contre nous, contre moi, qu'elle ne l'est dans ses expressions contre Rachida Dati ou Sarak Nafo. C'est-à-dire l'obsession de la LFI, et je sais que c'est pas le cas de tous les électeurs LFI, et je sais que même des cadres de LFI sont pas à l'aise avec cela. Mais aujourd'hui, Chikirou, à partir du mois de mois, elle dit pas grand-chose. Elle dit qu'on a fait de la merde et elle dit que elle veut pas travailler avec nous. Et on continue à me demander tous les jours, comme si je veux m'allier avec elle ou pas. Ben non, je veux pas faire ça. Danielle Simonet, dans le moment de gravité qui est celui de pour notre ville, pour notre pays, la menace de l'alliance de la droite et de l'extrême droite, elle a considéré que j'étais pas un affreux jojo et qu'on partageait beaucoup de choses en commun et qu'on avait donc plus intérêt pour les Parisiennes et les Parisiens à travailler ensemble plutôt qu'à faire semblant de nous opposer. Mais encore une fois, la seule adversaire que j'ai, c'est Rachida Dati parce que c'est la seule qui peut gagner. Ce sera à la fin, ce sera Grégoire ou Dati, le ou la mère. Et qu'à cet égard, nous, on a choisi de faire un rassemblement le plus large possible pour se donner de la force et garder les chances de garder Paris à gauche. J'ai une dernière question, Emmanuel. Ce week-end, on a appris qu'allait avoir lieu une primaire d'une partie de la gauche le 11 octobre prochain. Dedans, il y a le PS, il y a les écologistes, il y a l'après. La différence avec toi, la géométrie de ton alliance, c'est que dans cette primaire, il n'y aura pas Place Publique et le Parti communiste français. Est-ce que tu considères néanmoins que le succès ou l'insuccès de ta campagne à Paris, c'est un peu une mini répétition générale pour le succès ou l'insuccès de cette primaire le 11 octobre prochain? Oui, je serais plus nuancé que ça parce que je connais bien la sociologie électorale de Paris et je connais bien la sociologie électorale du pays et ça n'a rien à voir. Et ceux qui voudraient voir dans ce qui se passe à Paris un enseignement pour le pays se tromperaient, à mon avis, lourdement sur ce qu'est l'analyse de l'état de l'opinion du pays profond. Et c'est pas parce que vous avez un gros score de la gauche à Paris et qu'on garde Paris que on peut se projeter dans une équation identique au niveau national. Donc c'est la première nuance que j'aurais. La deuxième, c'est que quand même, nous testons un espace politique de gauche non mélenchoniste. Est-ce que cet espace-là est capable de faire émerger une candidature qui soit susceptible de challenger celle de Jean-Luc Mélenchon? Et pourquoi je pense qu'il faut qu'on y arrive, c'est que, en dépit de tout ce que je reproche politiquement à Jean-Luc Mélenchon, je vois qu'il crée un stress d'opinion et je considère qu'il pourrait être une des garanties pour l'extrême droite de gagner au second tour. Et je comprends la violence que ça peut être pour des militants LFI d'observer ça, mais je les exhorte à le regarder avec lucidité, parce que sinon c'est ce qui se produira. L'extrême droite gagnera les élections nationales et évidemment c'est au moins un point de militantisme sur lequel on se rassemble tous pour essayer de l'éviter. Moi, ce qu'on a vu là, ce que tu évoquais sur la primaire nationale, d'abord, c'est l'observation que la fragmentation de la gauche n'autorise personne à s'imaginer ou à se prévaloir comme un champion incontournable et qu'il faut tout faire pour essayer de converger cette satellisation de la gauche et son éclatement. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas quelle est la bonne recette à ce stade, mais qu'il faut un processus de décantation et de choix. Et la primaire, si elle n'a pas toujours donné que des bons visages, elle n'a pas donné aussi que des mauvais dans l'histoire des primaires, et que c'est un moyen quand même de donner la parole à des électeurs pour arbitrer un truc qui est difficilement arbitrable par sondage, etc. Je trouve que le processus serait considérablement affaibli si ni le Parti communiste, ni Place Publique, ni participaient. Mais enfin, et je pense que c'est un travail qui, à mon avis, devra être engagé maintenant
et avant la mise en place opérationnelle de la primaire, si elle avait lieu à l'automne 2026, comme je l'ai compris, c'est qu'il faut parler du fond. C'est-à-dire qu'une primaire, ça sert à rien si vous n'avez pas un corpus programmatique très fort en commun. Et donc, avant de se caler sur le processus, et c'est peut-être un moyen d'embarquer les communistes et Place Publique là-dedans, qu'est-ce qu'on veut en matière de politique fiscale, de politique économique, de politique d'emploi, dans la mondialisation? Alors, on peut faire des grands principes de gauche, enfin, qui se heurtent à un mur de la réalité, et quand on est au pouvoir, on le paye très très cher de décalage entre les promesses et ce qu'on sait faire. Donc, je pense qu'il faut que la gauche, quand même, crée des cadres de discussion sur le fond. D'autant plus que le concurrent à gauche, qui est Jean-Luc Mélenchon et qui est la France Insoumise, eux, ils ont un corpus idéologique et programmatique. C'est vraiment quelque chose que je leur reconnais, c'est qu'ils ont un corpus idéologique vert. Je suis pas convaincu du tout qu'il fonctionnerait tel qu'ils l'imaginent, notamment en matière économique, mais enfin, au moins, il est posé et il est clair. Et c'est vrai que je sens encore des nuances assez fortes entre les lignes de Ruffin, de Glucksmann, d'Olivier Faure, de Marine Tondelier. Et je crois que ce travail sur le fond, il peut être une double occasion. La première, c'est de poser un certain nombre de débats avec, j'allais dire, responsabilité et peut-être même un peu de gravité. Deuxièmement, de voir comment ça fait opérer des convergences réelles. Parce que ma hantise, c'est la primaire de la gauche de près 2017, qui avait vu Benoît Hamon et Manuel Valls s'affronter, et dont tout le monde en interne est un peu averti, avait à peu près la certitude que celui qui perdrait ne souviendrait même pas celui qui avait gagné. Or, ça, c'est le pire de la primaire. Le meilleur de la primaire, c'est quand on se met d'accord sur un programme et ensuite qu'il y a un choix d'incarnation de leadership qui, quand il n'est pas tranché par l'opinion et par la force que nous donnent les individus, doit l'être par un processus sélectif et à la fin des fins, quand on ne sait pas trop quoi faire, la démocratie reste quand même la meilleure corde de rappel. Donc, faire voter les gens, c'est bien. C'est vrai, je pense que c'est important. Et puis après, il faut aussi avoir dans l'idée qu'on va tous se retrouver, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Emmanuel Grégoire, Marine Tondelier et les autres, dans l'antifascisme. Parce que à la fin, en défense, c'est ça qu'il va falloir affronter. On sera de même côté de la barricade. Exactement. En tout cas, c'est ce risque-là qu'il faut que chacun ait en tête à l'aune de ses actes dans les mois qui vont venir. C'est que si nous ratons ce virage historique, nous aurons l'extrême droite en France, oui. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous.